Il y a quelques jours, ce week-end même, le bombardement du Venezuela et l'enlèvement de Nicolás Maduro par les forces américaines ont constitué une rupture spectaculaire. Un chef d'État arrêté sur son sol, transféré à New York, une administration américaine qui assume vouloir diriger le Venezuela au nom de la sécurité, du pétrole et de l'hémisphère occidental. Très vite, une référence est revenue dans les discours officiels, la doctrine Monroe, un texte vieux de 2 siècles, souvent réduit à l'idée d'arrière-cour, remis au centre pour justifier pression, sanctions et ingérence. Alors, que dit véritablement la doctrine Monroe? Comment une déclaration anticoloniale de 1823 est-elle devenue un outil d'ingérence assumé? Et qu'est-ce que cette actualité révèle du rapport actuel des États-Unis à l'Amérique latine? Pour nous éclairer sur ces vastes questions, un invité ce soir, Clément Thibault. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire de l'Amérique latine à l'École des hautes études en sciences sociales, ancien directeur du laboratoire de recherche Mondes américains. Merci d'être présent ce soir dans Question du soir. The Monroe Doctrine is a big deal, but we've superseded it by a lot. La doctrine Monroe est importante, By a real mais nous lot. l'avons largement dépassée. They now call it the On Donroe l'appelle Doctrine, désormais and I don't le know. document Donroe. Monroe Doctrine. La doctrine Monroe, We sort of forgot about nous l'avions un it. peu We don't oubliée. forget about it anymore. Nous ne Under l'oublions plus. our new national security strategy, American Dans le cadre de notre nouvelle dominance in the stratégie de Western sécurité Hemisphere nationale, la domination américaine dans l'hémisphère occidental ne sera plus jamais For remise en decades, question. other Cela n'arrivera administrations pas. have neglected or even Pendant des décennies, les contributed administrations to these précédentes ont growing négligé, security voire threats in the contribué Western à la montée des Hemisphere. menaces sécuritaires Under dans the l'hémisphère Trump occidental. administration, we are reasserting American power Sous in a very l'administration powerful Trump, way. nous réaffirmons la puissance américaine avec force dans notre région d'origine, And our home qui est region is bien very différente de ce different qu'elle than it était il y a was encore peu de temps. just a short while ago. Il est rare, Clément Thibault, extrêmement rare même, que le président américain actuel se réfère à un texte ancien, la doctrine Monroe, qu'il mentionne plus d'une demi-douzaine de fois dans son intervention de ce week-end. Comment expliquez-vous qu'il ait recours à cette référence historique, intellectuelle, idéologique? Pour moi, ça me paraît tout à fait logique d'une certaine façon, dans la mesure où la capture du président Maduro s'est fait sous le chef d'accusation de narcotrafic. Mhm. Et donc l'idée générale, c'est que les États-Unis interviennent en fait pour arrêter un criminel, ce qui veut dire que d'une certaine façon, la souveraineté du Venezuela n'est pas parfaite, c'est pas un État comme les autres dans l'ordre international, et que les États-Unis sont une sorte de grand frère avec il y a des enfants turbulents qui seraient les pays latino-américains, et quand il y a un problème, il aurait le droit d'intervenir, cet État, pour rétablir d'une certaine façon l'ordre, mais selon son propre droit, selon sa propre législation. Et ça, c'est vraiment typique. Alors, pas de la doctrine Monroe en général. Je pense qu'on va pouvoir déplier un petit peu les évolutions de cette ressource, qui est une ressource rhétorique, politique, juridique, et qui a permis justement de justifier, de légitimer certaines interventions des États-Unis en Amérique latine depuis 2 siècles. Mais surtout, aux yeux de l'opinion publique américaine, et aux yeux, on va dire, d'une certaine façon du droit américain, de dire les États-Unis ont un droit de police internationale et donc ils ont le droit d'aller capturer un chef d'État latino-américain comme si c'était finalement cela relevait des affaires intérieures américaines, comme il avait fait avec le général Noriega en 1989. Et ça, c'est la doctrine Monroe dans on va dire, sa troisième version, celle du Big Stick, du gros bâton, celle du corollaire Roosevelt après 1904. Donc, après 1904, voilà, on en discutera peut-être, on va approfondir cette affaire-là. On va Mais revenir. c'est ce que dit le corollaire Roosevelt. Et donc, Donald Trump, il a tout à fait raison d'invoquer la doctrine Monroe. On va évidemment revenir sur ce premier texte de la doctrine Monroe, ces amendements successifs, ces réinterprétations dans le temps. Mais d'abord, vous nous avez dit une chose en préparant cette émission. Vous avez dit d'habitude, ce type de coup de force concerne surtout l'espace caribéen insulaire, l'Amérique centrale, des pays plus fragiles. Vous étiez surpris que le Venezuela soit directement concerné par une intervention comme celle à laquelle on a assisté ce week-end?
Disons qu'un des aspects importants peut-être à comprendre, c'est que l'Amérique latine pour les États-Unis, c'est une sorte de laboratoire de leur politique impériale. Et d'une politique impériale d'un type un peu particulier, on va peut-être en discuter, qui n'est pas uniquement fondée sur la force, mais qui prétend exporter aussi des valeurs. Et c'est une des références importantes de la première déclaration de Monroe, l'idée de construire un empire de la liberté. Et là, ce qui est un petit peu inquiétant, c'est de voir que les États-Unis ne vont pas s'attaquer à un petit État d'Amérique centrale ou à des îles des Caraïbes, comme ils l'ont fait, je dirais, pendant la période du gros bâton au début du XXe siècle, en 1934. Ils vont attaquer un État qui est puissant, qui a une armée très crédible et qui ne relève pas exactement de leur arrière-cour défini le plus strictement, qui est l'ère caribéenne et l'Amérique centrale. Donc ça veut dire qu'il y a un franchissement de seuil, d'une certaine façon, qui est extrêmement inquiétant. Quand il dit on va au-delà de la doctrine Monroe, ça veut dire à la fois que voilà, les États-Unis, eux, s'attaquaient à un grand pays qui reste un pays puissant avec une armée qui n'est pas celle du Nicaragua ou du Honduras, on est d'accord. Et puis, ça veut dire aussi... C'est un au-delà géographique également, un au-delà qui dépasse ouais, la frontière stricte de la théorie classique de la doctrine Monroe. Disons que la doctrine Monroe, elle s'applique à toutes les Amériques, mais en réalité, elle s'est appliquée plus particulièrement à l'espace caribéen et aux petits États d'Amérique centrale. Là, il y a quand même une petite différence. Et ce qui est un peu inquiétant, parce que précisément, cet espace-là était le laboratoire finalement de l'impérialisme américain. Alors tentons de comprendre avec vous, à travers l'histoire, ce qu'est fondamentalement la doctrine Monroe. Une date, 1823. Et à ce moment-là, la doctrine Monroe n'est pas à proprement parler une doctrine, mais une déclaration contre le retour des empires européens en Amérique. Expliquez-nous. Alors, quand la déclaration Monroe est au départ une adresse qui est envoyée au Congrès américain en décembre 1823. En fait, la partie qu'on a appelée plus tard la déclaration Monroe, c'est 15% d'un texte qui est beaucoup plus long et qui concerne en réalité une déclaration, on va dire, de principe sur le fait que l'Amérique n'est pas aux Nord-Américains, mais que l'Amérique est désormais aux Américains. Monroe, on précise que c'est James Monroe, 5e président des États-Unis. Oui, le James Monroe. Et en fait, cette déclaration a été rédigée aussi par John Quincy Adams, qui deviendra ensuite président des États-Unis, et John Calhoun, qui va être très important dans la transformation justement de cette déclaration de Monroe. Et donc, le contexte immédiat, c'est un oukase d'Alexandre Ier qui déclare que l'Alaska russe descend un peu plus bas que prévu et qui interdit la navigation dans ces eaux, qui paraît inacceptable aux Américains. Et par ailleurs, il y a un autre élément de contexte ce sont, et là on revient vers l'Amérique latine, les guerres d'indépendance hispano-américaines, la création d'une dizaine de républiques à ce moment-là. Et que se passe-t-il, disons, en 1823 ? La France envahit l'Espagne pour rétablir l'absolutisme du roi d'Espagne, ce qui fait craindre aux Américains une expédition de reconquête, en fait, de la part des Espagnols, mais avec l'aide des Français, qui devient vraiment crédible et qui permettrait de reconquérir l'ensemble des républiques hispano-américaines. Mais donc c'est troublant, pardonnez-moi de vous couper, c'est troublant lorsque l'on vous écoute de se dire qu'à l'opposé de ce que l'on comprend aujourd'hui lorsqu'on évoque la doctrine Monroe, à l'origine, ce texte est un texte de solidarité à travers ces territoires hispano-américains qui sont en train de prendre leur indépendance. C'est clairement, disons, une déclaration de solidarité républicaine. Les États-Unis sont un des premiers, voire le premier pays à reconnaître les républiques hispano-américaines. C'est une déclaration, même si le terme de république n'est pas cité dans le texte. Bon, c'est un coup de main que donnent les États-Unis, justement, pour dire n'essayez pas de reconquérir ces espaces-là. Et c'est aussi un manifeste anticolonial. Anticolonial au sens de la reconquête des puissances européennes. En revanche, ce qu'il y a derrière cette déclaration Monroe, c'est un grand dessein qu'ont les jeunes États-Unis de cette époque, qui est l'expansion en fait vers l'Ouest. C'est ce qu'on appelle la conquête de l'Ouest et la progression jusqu'au Pacifique. Et ce qui va bloquer cette progression pour construire cet empire de la liberté
que James Monroe veut construire, puisqu'il fait partie du même parti que Thomas Jefferson, qui a créé cette expression. L'idée, c'est d'essayer de progresser vers l'ouest. Et qu'est-ce qui bloque ? Vous avez d'un côté les autochtones, et ça, les jeunes États-Unis ont commencé à s'en charger, et notamment Calhoun, qui est un des co-signataires de la déclaration par la politique de déplacement vers l'ouest. Et puis, ce qui va bloquer, c'est l'Espagne, puis la puissance qui prend la suite de l'Espagne, qui est le Mexique. Un point supplémentaire de contexte qui importe à ce stade et pour mesurer par ailleurs le chemin parcouru en 2 siècles. À cette époque, en 1823, les États-Unis sont un État relativement peu puissant, sans armée profondément établie. C'est cela qui change aussi au moment où ils font paraître cette déclaration. Absolument. Disons que c'est un État républicain qui se méfie beaucoup des armées permanentes, et ça va être le cas jusqu'à la Première Guerre mondiale. Elles grandissent énormément, elles croissent au moment de la guerre civile américaine, mais l'armée américaine, c'est 30-40 000 hommes au maximum. Il n'y a quasiment pas de marine de guerre, donc elle n'a pas les moyens véritablement de faire une politique expansionniste, une politique impériale dont elle ne veut pas. Le but, c'est la colonisation de l'Ouest. C'est une république qui n'envisage pas de faire des conquêtes territoriales en dehors de cet espace qu'elle considère lui appartenir, de fait. Et donc, évidemment, la déclaration Monroe, pour cette petite république qui est quasiment confédérale et qui est très décentralisée, n'a pas du tout le même sens qu'au XXe siècle. Comment cette déclaration Monroe devient-elle doctrine Monroe et dans cette mutation, quel rôle joue la guerre contre le Mexique, ce moment où les États-Unis s'accaparent du Texas ? Alors, il faut dire que la déclaration Monroe a été très bien accueillie des Hispano-Américains, des Latino-Américains en général, qui ont demandé d'ailleurs l'alliance avec les États-Unis, laquelle a refusé cette alliance. Et ça, c'est un trait assez de longue durée. C'est-à-dire qu'il y a un historien qui a pu décrire l'attitude des États-Unis vis-à-vis de l'Amérique latine dès cette époque comme une sympathie limitée. Une sympathie limitée, pourquoi ? Parce que dans la déclaration Monroe, les États-Unis se décrivent comme un pays tirant son origine de l'Europe. Donc un pays blanc d'une certaine façon. Et les pays latino-américains sont des pays mêlés, mélangés, avec un élément autochtone et africain qui est très présent. Alors cette déclaration va se transformer en doctrine justement au milieu du 19e siècle. Et un des personnages les plus importants de cette transformation, c'est Calhoun, justement, qui a rédigé la déclaration et qui, dans ses carnets de notes, fait apparaître cette idée de doctrine Monroe à un moment autour de l'affaire du Texas, en réalité. Donc le Texas est devenu indépendant en 1836, notamment parce que les colons nord-américains ne voulaient pas abolir l'esclavage qui avait été aboli au Mexique. Calhoun, qui est expansionniste comme le président Polk à l'époque, veulent éviter que la Grande-Bretagne, en fait, utilise le Texas pour limiter leur progression vers l'ouest et servent finalement de terre aussi où cultiver le coton. Et il faut rappeler aussi qu'il y a un autre élément important, c'est que c'est le moment où surgit l'idée d'une destinée manifeste, d'un exceptionnalisme américain. C'est-à-dire que pour les Américains, évidemment, le continent nord-américain leur appartient d'une certaine façon, mais parce qu'ils sont les plus vertueux, parce que eux, l'usage de leur force va servir l'expansion de la liberté libérale, la liberté républicaine. Et donc il y a une dimension morale, axiologique presque dans le fond de cette démarche. Il y a une dimension morale qui est extrêmement forte. Et les Hispano-Américains, qui sont en général catholiques, qui sont métissés, apparaissent vraiment comme des gens qui sont incapables de se gouverner, qui sont un obstacle finalement à cette civilisation en marche, à ce progrès. Je voudrais vous faire entendre un extrait de la déclaration Monroe, rédigée donc en partie par le 5e président des États-Unis, James Monroe. Nous n'avons jamais pris part aux guerres des puissances européennes lorsqu'elles ne concernaient que leurs propres affaires, conformément à nos principes politiques. C'est seulement quand nos droits sont violés que nous nous préparons à nous défendre. Nous sommes plus étroitement concernés par les événements de l'hémisphère où nous nous trouvons. Les continents américains, en raison de la situation libre et indépendante qu'ils ont choisie,
ne peuvent désormais plus être considérés comme des sujets qu'une puissance européenne pourrait à l'avenir coloniser. Nous devons, aux relations sincères et amicales que les États-Unis entretiennent avec ces puissances, de déclarer que nous considérerions toute tentative pour étendre leur système à une partie de notre hémisphère comme dangereuse envers notre paix et notre sécurité. Nous ne saurions voir toute interposition d'une puissance européenne visant à les opprimer ou à les contrôler autrement que comme la manifestation d'une disposition inamicale envers les États-Unis. Une lecture issue de l'excellent cours de l'histoire diffusé chaque matin sur France Culture et animé par Xavier Mauduit. Clément Thibault, il y a un mot qui marque lorsque l'on tend l'oreille vers cette lecture, c'est le mot d'hémisphère. Hémisphère qui par ailleurs est un terme qui a été très très largement repris ces derniers jours par la communication de la Maison-Blanche. Qu'est-ce que cela signifie, l'hémisphère états-unienne ? Alors le terme d'hémisphère est une référence explicite au texte qui a été lu, qui ne parle pas d'hémisphère occidental. Ça, c'est une expression qui existe dans les textes autour de chancellerie, autour de la déclaration Monroe, mais dans le texte, c'est 7 hémisphères. Donc c'est l'hémisphère occidental, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'hémisphère du nord au sud. Et derrière cette idée, il y a évidemment l'idée que l'hémisphère américain est un hémisphère de la liberté, un hémisphère républicain et qui doit être protégé par les États-Unis. Alors ce qui se passe justement autour de la guerre contre le Mexique, c'est le passage d'une déclaration, on va dire, républicaine anticoloniale à une doctrine qui dit l'Amérique au nord-américain, en fait, d'une certaine façon, même si c'est pas tout à fait, mais le cas encore. Mais c'est ce qui va permettre, en grande partie, de justifier l'annexion du Texas en 1845 et ensuite l'annexion de quasiment la moitié du territoire mexicain, ce qui permet aux États-Unis de devenir une puissance continentale en annexant le Nouveau-Mexique et la Californie et d'accéder au Code du Pacifique, qui était vraiment le grand objectif. Et jusqu'à la fin du 19e siècle, la doctrine Monroe va être utilisée en fait pour des conquêtes territoriales, alors qu'au départ, les États-Unis se refusaient à devenir une puissance, on va dire, d'une certaine façon coloniale comme les puissances européennes. Lorsque vous dites ce texte-là est utilisé, il va être utilisé, comment est-il utilisé justement ? Il est brandi politiquement auprès des citoyens américains pour justifier une intervention dans la région des Caraïbes, le plus loin en Amérique du Sud. Est-ce que c'est auprès du Congrès, là aussi, qu'on brandit un texte comme celui-ci ? Quel est son usage politique ? D'une certaine façon, mutandis mutandis, c'est un peu comme le texte constitutionnel. C'est un texte ancien, vénérable, qui a donné lieu à des lectures qui sont opposées, on le voit, et qui ont vraiment beaucoup évolué, mais qui ancrent véritablement la politique des États-Unis dans un passé, dans une forme de légitimité. Il faut voir qu'ici, on n'est pas du tout dans un cadre juridique. On est dans la construction rhétorique d'une légitimité au nom de certaines valeurs comme les valeurs de liberté, les valeurs républicaines. Et je pense que c'est ça la valeur et la puissance de ce texte-là. Comment interprète-t-on, Clément Thibault, la doctrine Monroe à l'orée du XXe siècle ? Comment une nouvelle interprétation permet de justifier, d'aller plus avant dans cette fameuse arrière-cour que représente, du point de vue états-unien, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud ? Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient au Venezuela. Il se trouve que le Venezuela, et c'est le cadre finalement de l'impérialisme à la fois européen et nord-américain en Amérique latine, le Venezuela a des dettes, donc des dettes qui sont des dettes privées, des dettes publiques, et vous avez 3 puissances européennes qui vont faire le blocus de La Guaira, qui est le port de Caracas, pour essayer de récupérer ces dettes. L'Empire allemand, la monarchie italienne et la Grande-Bretagne. Enfin, la Grande-Bretagne, en fait, et les Allemands. Et qu'est-ce que font les Américains à ce moment-là ? Dans le droit fil de la déclaration Monroe, ils vont envoyer une flotte pour intimider la flotte allemande et la faire partir. Et ensuite, lors de la résolution devant le tribunal de La Haye du règlement des dettes qui sont laissées qui doivent être payées par le Venezuela, les États-Unis considèrent qu'ils ont été maltraités. Et c'est là que le corollaire Roosevelt, du nom de Theodore Roosevelt, président des États-Unis à ce moment-là,
entre en vigueur, entre guillemets, parce que c'est le même type de texte que la déclaration Monroe, c'est le discours sur l'état de l'Union. C'est la politique du gros Oui. bâton, le big stick Et que là, vous c'est mentionniez le plus tôt. début de la politique du gros bâton. Mais ce qui est intéressant dans la politique du gros bâton, c'est que c'est pas tout à fait ce qu'on imagine. C'est pas uniquement le gros bâton. Il citait un proverbe soi-disant ouest-africain qui dit « il faut parler doucement et toujours avoir un gros bâton avec soi » quand on traite justement avec les pays du reste de l'hémisphère. Ça veut dire Donc- qu'on fera pas, qu'on ne fait pas un usage systématique de la force, mais Non. qu'au fond, on a toujours ce bâton derrière nous pour menacer. On fait valoir sa puissance comme un moyen d'influence d'abord et avant tout. Tout à fait. Il y a cette idée de commencer à négocier, de ne pas bluffer, de dire ce qu'on va faire. Et je pense qu'une porte a été ouverte pour Maduro pour qu'il fuit. Avoir une puissance militaire écrasante, ça fait partie du corollaire Roosevelt. Pouvoir agir de façon décisive, de façon brutale. Et ensuite, faire en sorte que l'adversaire ne perde pas complètement la face. Ça fait partie aussi des éléments de la doctrine, du corollaire Roosevelt à ce moment-là. Et donc là, on peut voir, on a beaucoup parlé finalement des parallèles entre la politique des États-Unis pendant la guerre froide et ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je comparais beaucoup plus avec la politique finalement du gros bâton entre 1898, la guerre hispano-états-unienne qui permet aux États-Unis de mettre la main sur Cuba au départ, sur Puerto Rico, sur les Philippines, et ensuite d'occuper militairement un certain nombre d'États des Caraïbes et d'Amérique centrale, avec une méthode qui allie aspect militaire et aspect politique, qui finalement ressemble un petit peu à ce qui se passe sous nos yeux et qui va peut-être se passer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même, Clément Thibault, un parallèle pertinent à faire entre ce que l'on a observé ce week-end et les grandes décennies de la guerre froide s'agissant de l'Amérique du Sud et de la doctrine Monroe qui a permis aussi de lutter contre l'influence de l'adversaire, de l'ennemi lointain. Cet adversaire, c'était évidemment l'URSS durant la guerre froide qui augmentait son influence pas à pas en Amérique du Sud et des interventions américaines ont permis ou en tout cas ont souhaité contrer cette influence. Aujourd'hui, on observe une influence croissante de la Chine, notamment au Venezuela. Est-ce que ce parallèle tient la route selon vous ? Oui, à mon avis, il tient vraiment la route, ce qui fait que cet acte de guerre, du point de vue américain, est un succès, malgré tout. C'est pour ça que je disais au départ que l'Amérique latine est un peu un laboratoire de ce qui peut se passer ensuite dans le reste du monde, parce que précisément les États-Unis sont un peu chez eux, ils y courent beaucoup moins de risques, ils connaissent très bien la région, et ils peuvent agir. Qu'est-ce qui s'est passé là ? En fait, je pense qu'on ne peut pas trouver une seule explication à cette décision de Trump, mais elle est multicausale d'une certaine façon. La première chose, c'est qu'il montre aux Russes qu'il peut faire en 3 heures ce que les Russes n'ont pas réussi en 3 ans en Ukraine, c'est-à-dire capturer un chef d'État et faire ses... Alors, le régime ne s'est pas du tout effondré, on va voir, et ça c'est une grande question. Les chavistes sont toujours au pouvoir. Il montre à la Chine aussi que ce n'est pas une puissance complètement globale. La Chine est extrêmement présente en Amérique latine, c'est devenu le premier partenaire commercial de beaucoup de pays, mais elle n'a pas de présence militaire, comme les États-Unis, donc elle ne peut rien faire en fait, elle ne peut pas réagir. Elle ne peut absolument rien faire. Donc indirectement, évidemment, c'est un message très fort qui est envoyé à la Chine. Et puis je dirais, il y a un autre élément qui pour moi est important, connaissant bien l'Amérique latine, c'est que dans le complexe, on va dire, entre Cuba et le Venezuela, qui sont quand même extrêmement liés, des pouvoirs de gauche, anti-impérialistes, anti-américains, c'est pas la tentative de mettre fin à un espoir, parce que en fait, ces régimes ne constituent plus d'espoir aux yeux de la gauche latino-américaine depuis longtemps, mais ça reste des symboles très importants. Ça reste des symboles très très forts. Cuba, le pays le plus libre d'Amérique latine, on l'entend souvent à la radio là-bas. Et ça, c'est un symbole qui a été humilié, on va dire, d'une certaine façon, par cette capture et par le fait de traiter Maduro comme un simple prisonnier de droit commun, un simple narcotrafiquant. Même si l'on a observé que Maduro avait absolument ruiné son pays, des chiffres
terrifiant du point de vue économique, un pays vidé d'un quart de sa population. Juste un dernier mot sur un néologisme forgé par le New York Post en janvier dernier qui parlait de doctrine Donroe plutôt que de doctrine Monroe. Donroe pour Donald. Est-ce que Donald Trump a vraiment refondé cette doctrine en quelques mots? D'une certaine façon, il reprend effectivement la vieille doctrine Monroe façon Roosevelt du début du XXe siècle. Le gros bâton. Ouais, ça c'est vrai. Et puis il ajoute l'aspect, on va dire, de combat idéologique. Et je pense que c'est plutôt Marco Rubio qui est derrière tout ça, parce qu'il a des raisons aussi personnelles, familiales, et puis des raisons politiques pour le faire. Donc il y a une sorte de synthèse qui se fait, qui est intéressante et malheureuse, effectivement, pour le président Maduro. Merci beaucoup Clément Thibault de ces explications, professeur d'histoire de l'Amérique latine à l'École des hautes études en sciences sociales, ancien directeur du laboratoire de recherche Mondes américains. Et un immense merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Rodi Eken, Juliette Mouelik, Bertie Bourdon à la réalisation, Léa Racine. Vous écoutez France Culture.